Bonjour à chacun d'entre vous et bienvenue avec Alain Blanchard ici à Verret. Nous allons ensemble nous promener jusqu'au Sables d'Olonne, une commune, une agglomération que connaît bien Alain puisqu'il est à la fois adjoint au maire et vice-président à l'agglo. Il a en charge les finances, l'économie et le numérique. C'est aussi Alain Blanchard, un homme qui se coupe en 2, en 3, en 4, en 5 puisqu'il est directeur du développement chez Cocktail Vision. Un parcours entre droit au départ et puis la chose publique l'a toujours intéressé. Il a travaillé dans plusieurs collectivités territoriales, que ce soit au conseil départemental de la Vendée ou encore du côté de Pouzauges et à la Flosselière. Tout ce parcours, il va nous le détailler. Lui, cet homme de conviction qui aime le Puy du Fou, il va nous dire s'il est encore Puy-Follet. Et on va aller à la voilerie Tarot au Sables d'Olonne, un des hauts lieux économiques du coin, puisque juste à côté, il y a Privilège Marine, c'est l'esplanade du Vendée Globe. Vous voyez le lien, on a tellement de choses à se dire avec Alain. Salut l'ami. Salut, ça va et toi? Je suis content de te voir. C'est notre récréation. Oui, exactement. De se retrouver comme ça. Je me disais en préparant, et pour faire le lien avec l'émission de la semaine dernière avec l'ami François Blanchet, que tu connais, Oui. que tu aurais fait un bon journaliste. Ah oui? Tu aurais aimé faire ça? Ça aurait pu te... Ça s'est pas présenté. J'ai fait un peu, on va dire, par procuration avec mon épouse, un travail de correspondant local. Quand on était du côté de Pouzauges. Et donc, je m'y suis un peu frotté par ce biais-là. Et j'avoue que c'est plaisant. Ouais. J'avoue que c'est plaisant, mais qu'à un moment de mon parcours fait que plutôt qu'être simplement commentateur et participant par le biais d'un journal, c'est un peu plus acteur. Donc finalement, on se retrouve dans le journal, mais d'une autre façon. Ouais, c'est-à-dire qu'il y avait un petit côté militant. Oui, qui était pas forcément très affirmé quand j'étais dans les études, mais qui l'a été par la suite, qui s'est confirmé depuis. Oui. Ça va nous intéresser, ça. Allez, en voiture. Exactement. Attention. Alors, ça a commencé par du droit pour toi. Oui. Mais pas l'ICES. C'est mal. Non, parce que je l'explique pour les téléspectateurs, il y a beaucoup d'élus qui sont passés par l'ICES. De ta génération. Je voulais pas faire comme eux. C'est ça. Non, c'est que... Moi, en fait, la question s'est posée de faire mon droit. Je voulais faire du droit depuis longtemps. Comme on dit, j'ai commencé en faisant du droit, j'ai fini de travers, mais je voulais faire du droit depuis longtemps et de fil en aiguille, je me suis inscrit en fait à une faculté à Paris. Et au début, c'était même la Sorbonne à laquelle j'étais inscrit pour aller à l'étranger. C'était un des objectifs et de fil en aiguille, ça s'est plutôt tourné vers Assas pour les spécialités de droit public que je recherchais. Voilà. La chose publique était déjà dans les tuyaux. Oui, en fait, c'était la relation de l'usager, citoyen, administré avec la collectivité, avec l'État. Et ça, c'est quelque chose qui m'a tout de suite intéressé. Alors, tu as vécu les deux côtés de la barrière. Hein. On va pouvoir reprendre et détailler entre le conseil départemental, tes missions de communication, de direction générale des services à la Flosselière, attaché parlementaire. Donc, tu as eu ce côté-là. Puis, tu as basculé de l'autre côté, le côté élu, tout en gardant un univers professionnel. Ça fait longtemps, j'ai le sentiment que la bascule politique, elle était vraiment... Et que peut-être elle sera un jour total. Elle est importante, puisque tu t'es présenté pour un député. Oui, bien sûr. En fait, l'histoire, le fond de l'histoire, c'est une ouverture à la chose publique et à l'importance d'être responsable de ce qui se passe autour de nous, de ne pas simplement être un spectateur. Et donc, c'est notamment en travaillant au Conseil général à l'époque de la Vendée, au cabinet de Philippe de Villiers, où j'ai pris une vraie claque dans la figure, pour rester poli, parce que des gens nous écoutent, parce que je me suis rendu compte, alors l'histoire où j'ai travaillé au cabinet, ça s'est fait un peu par hasard, vraiment, mais j'étais étudiant en droit et puis je cherchais un premier emploi lié à la relation dans le droit public. Et donc Philippe de Villiers cherchait un remplaçant pour un jeune chargé de mission qui était du bocage et qui partait vers le littoral, qui s'appelle Yannick Moreau, je ne sais pas si vous le connaissez.
Et donc à ce moment-là, je deviens candidat, on m'appelle pour être embauché. Et là, je mets le pied dedans, dans une activité de celle de cabinet de Philippe de Villiers à l'époque, en 2002, quoi. Et de fil en aiguille, donc je travaille dans différentes autres collectivités. Et j'ai passé 10 ans comme ça à être dans la sphère publique. J'entends la sphère publique côté gestion administrative. Oui. Et cabinet, mais voilà, service. Et donc, à un moment, je me suis dit, mais c'est quoi ces gens qui travaillent dans le privé, qui ont leurs propres emplois, qui créent de l'emploi? C'était un monde que je connaissais pas bien. Pourtant, mon père est dans le privé, mais voilà, je m'intéressais pas plus que ça. Et à un moment, à force de connaître aussi des acteurs économiques locaux, et en Vendée, encore une fois, on a quelques témoins qui sont quand même intéressants à suivre et à écouter et avec qui parler, je me suis dit, ce serait peut-être bien quand même de connaître aussi cette partie-là, de connaître cet aspect-là. Et j'ai fait le choix. Il se trouve qu'à ce moment-là, j'ai rencontré effectivement Stéphane Frimodo, président du groupe Cocktail Vision, d'une activité économique qui était en plein début. Ouais, bonjour Stéphane. Et il cherchait un directeur du développement. Et donc, avec des facettes un peu multiples et variées, le fait que je connaisse bien le monde des collectivités locales était important aussi dans le poste. Donc, il y avait quand même quelque chose sur lequel je pouvais m'appuyer sur une expérience acquise. Mais après, il y a tout un pan de la mission, l'aspect un peu commercial, l'aspect aussi de déplacement un peu partout en France, parce qu'on a développé le système un peu partout en France, de vente d'écrans à LED, des grands écrans numériques. C'est quelque chose que j'ai construit avec lui, que je l'ai accompagné à bâtir. Et c'est passionnant parce que là, ça fait 10 ans que j'y suis maintenant. Et c'était vraiment une expérience complémentaire utile. Et quand je te disais que ça allait très bien en fait avec le reste, contrairement à ce que tu as essayé de faire croire. Moi, j'essaye rien. C'est un bon journaliste, je suis passeur. C'est ça. En fait, c'est que justement à ce moment-là, je me suis dit que j'avais la volonté peut-être aussi d'aller du côté élu au niveau des collectivités. Alors ça n'était qu'un projet à l'époque, c'était pas du tout sûr, c'était pas du tout fait, mais j'avais cette appétence-là. Et je me suis dit, si je veux être élu, j'aimerais bien aussi qu'au niveau des élus, il y ait des représentants de ce monde économique. Je ne dis pas qu'il n'y en a pas du tout, il y en a qui l'ont très bien fait, qui continuent à très bien le faire, mais c'est quand même pas la majorité, c'est plutôt une minorité, parce que ceux qui sont dans le privé se disent qu'ils n'ont pas le temps pour faire ces missions-là en plus, que c'est plus des coups à prendre qu'autre chose. Et alors, j'ai un scoop, c'est vrai pour les deux. C'est du temps, c'est des coups à prendre, mais je pense que c'est aussi notre mission de le faire. Et ça, c'est quelque chose qui est très en filigrane dans mes choix. C'est aussi par devoir et par service que je fais des choix. Et ça, c'en était un, vraiment. Très en filigrane, devoir et service. Pas tant que ça. Le devoir et le service, c'est l'objectif à la fois d'un chef d'entreprise, d'un entrepreneur et d'un homme public. Ça réunit les choses, non ? Oui, si, tu as tout à fait raison, mais quand je dis en filigrane, c'est parce que on va dire que c'est toujours en principe directeur et que ces choix-là vraiment ont été faits par ce prisme-là. Et je crois beaucoup, on en parlera peut-être un peu plus tard, mais qu'on parle beaucoup trop des droits et pas assez des devoirs. Et donc, voilà, c'est ma petite contribution. Oui. Alors, ça, oui, ce qui ne m'étonne pas. Tu as 30 secondes pour me parler du regard que tu portes aujourd'hui sur le monde de l'économie. Le monde économique, c'est pas un groupe de personnes dans un coin qui essaient d'amasser le plus d'argent possible pour leur propre plaisir. Ça existe, mais c'est pas ça. Le monde économique, c'est notre quotidien à nous tous. Et on peut pas tout attendre des collectivités. Eh bien, c'est le monde de l'entreprise et de l'économie qui a des projets qui peuvent répondre à ces enjeux. Pourquoi on écoute le chant des partisans, là, que je suis en train de lancer? Alors, le chant des partisans, parce que, en fait, c'est très conjoncturel, mais c'est que, il y a quelques jours, j'ai croisé des personnes qui sont des témoins, peut-être des derniers témoins qui sont encore parmi nous pour, malheureusement, que quelques années, je pense, qui ont été des déportés, qui ont été des résistants. Et notamment, je pense à Pierre Mauger, dans notre région proche. Et il y a eu ce chant, il y a cette musique qui a été lancée, qui est très belle d'abord. Dans les paroles, j'incite tout le monde à aller chercher comment ont été rédigées, évidemment, je ne vais pas le refaire là. Mais c'est un moment, c'est un symbole où on a eu des gens de partout, de profils très différents, qui se sont réunis pour
un objectif commun, celui de se battre pour leur liberté. Alors, je ne suis pas angélique non plus, et la période n'était pas rose, et tout le monde n'a pas été... Il n'y a pas eu que des héros. Oui. Mais justement, c'est aussi l'histoire de la suite, c'est comment on a fait de cette fracture un élément de l'histoire sur lequel on a réussi à bâtir quand même quelque chose de solide. Tous les espoirs peut être une espérance. Bien sûr. Et c'était comme un écho à ce que la Vendée a connu en 1793, encore une fois. Nous arrivons au Sable d'Olonne. J'aurais voulu te déraciner et puis c'est imposé à moi de continuer avec le monde économique, la chose publique. Et puis je me suis dit on va y intégrer le sport et l'ADN, le Vendée Globe. On va y intégrer la mer. Donc on va à la voilerie Tarot. Ah, très bien. Chez Jérôme Laguette. Ouais. Parce que ça réunit tellement de choses. Puis ça nous permet de continuer à échanger tous ensemble. Ça te va très bien, très bien. Écoute. Quel effet ça te fait alors? Tu connais un peu la voilerie Tarot? Oui, bien sûr. Oui. Bon, c'est un des fleurons, on peut le dire. C'est pas de la flagornerie de circonstance. Non, c'est... de l'économie de la voile en local. Exactement, avec d'abord une activité identitaire du nautisme ici sur le Port Olona, où tout va être d'ailleurs un peu bougé ces prochains temps, dans le cadre de Port Olona 2040. Donc il y a des vrais enjeux. On a beaucoup d'échanges avec les acteurs économiques qui sont présents ici, dont la voilerie Tarot. Et puis la voilerie Tarot, c'est eux qui ont équipé notamment VDH quand il a gagné la GGR. Donc il y a des choses comme ça qui sont un peu identitaires et locales qui nous font chaud au cœur. Puis après, c'est un vrai savoir-faire. Enfin, moi, je suis toujours fasciné par ces univers, en fait. C'est un domaine que moi, étant plutôt boquin, terrien, en Vendée, en arrivant sur les sables... C'était la question suivante. Tu vois, on se lit dans les pensées mutuellement. Ouais. C'est un élément que je ne connaissais pas du tout. D'ailleurs, j'aurais beaucoup de mal à dire que je connais bien encore aujourd'hui, mais quand ils expliquent comment ils bâtissent, comment ils construisent les projets, comment c'est dessiné, comment après c'est mis en œuvre avec les matériaux, ça mélange beaucoup de savoir-faire, beaucoup de travail qu'on ne mesure pas. Et puis après, surtout, quand on voit sur l'eau ces bateaux avec ces voiles-là, c'est chez nous, quoi. Ouais. C'est les sables. Bien sûr. Alors, toi, tu es un homme de sens. Du coup, quel sens tu donnes entre les... Enfin, non. Quelle est la différence pour toi entre les mentalités sablaises et les mentalités du bocage? Question piège. Il faut être prudent, hein. C'est ça. Là, tu me demandes. Je sais que ça fonctionne. Enfin, voilà, le rapport à la mer fait que le rapport à la terre fait que on pense différemment, on vit différemment. Comment toi tu analyses un peu ça? Moi, je suis d'une génération où du bocage, on venait quand même tous les week-ends sur la côte. Donc moi, les sables, depuis que je suis gamin, je venais ici. Donc on a fait quand même des liens, des ponts depuis longtemps. C'était pas totalement cloisonné. Cela dit, on parlait du monde économique tout à l'heure. On sent qu'il y avait un petit peu quand même plusieurs pôles qui existaient. Mais c'est vraiment le passé parce que malgré tout, il y a une unité d'esprit et d'identité qui reste du passé commun de la Vendée. Même si là aussi c'est pas uniforme, hein, c'est pas monolithique. Mais moi je rattache ça beaucoup à au métier de nos aïeux. Il y a les paysans de la mer et les paysans de la terre. Et finalement, moi qui côtoie maintenant pas mal de pêcheurs, pour l'activité économique ici, d'un monde que je ne connaissais pas du tout non plus avant d'arriver dans le secteur. J'ai beaucoup de rapprochements avec les paysans de la terre. Et là, pour le coup, mon grand-père était, notamment du côté maternel, était un agriculteur. Donc tu as le sentiment de bien comprendre, notamment le monde de la pêche. Oui, parce que, encore une fois, il y a des choses qui, malgré tout, restent ancrées dans les personnages, dans la manière dont ils sont imprégnés du territoire et de l'air qu'ils respirent. Ça se retrouve, et donc c'est du dur au mal, c'est des gens qui font beaucoup de sacrifices, qui comptent beaucoup sur eux avant de compter sur autrui. Et finalement, ce sont des traits de caractère qu'on retrouve un peu partout. Et donc, je ne vais pas dire qu'effectivement, sur la côte et dans le bocage, c'est exactement la même chose. Il y a beaucoup de différences par rapport à des métiers différents, à des parties d'histoire un peu différentes. Mais malgré tout, moi, j'ai plutôt vu des choses similaires et une identité commune. Ce qui signifie que c'est très exigeant pour un élu de travailler... puisque tu me parles du monde de la pêche, de travailler notamment avec les pêcheurs. Comme ce sont des gens durs au mal,
Ce sont des gens qui ont une exigence, on imagine, max. Ouais. C'est en fait c'est cette question que je me suis souvent posée, c'est-à-dire que quand on va voir des gens comme eux qui ont ce métier pénible, qui ont, même si c'est leur passion et qu'ils aiment ce métier, et d'ailleurs ils aimeraient pouvoir continuer à en vivre, moi je me dis jamais je serais capable de faire ça. Et donc comment j'appréhende un métier comme celui-ci? Eh bien j'ai puisé dans des expériences personnelles d'autres métiers où on pourrait avoir la même réflexion. Et donc effectivement quand on est avec ces gens-là, oui, on va moins rechercher, on va moins regarder chez nous ce qui pourrait être éventuellement compliqué, les petites difficultés qu'on peut avoir. On se dit, non, mettons-nous au niveau de notre interlocuteur, à ce niveau-là, qui est un haut niveau, et soyons ensemble. Encore une fois, quand on les voit, malheureusement, quand on voit les gens, c'est souvent qu'il y a un problème, c'est souvent qu'il y a des choses à régler. Bien sûr. Et là, on se dit, comment est-ce qu'on peut les aider, comment est-ce qu'on peut se battre pour qu'ils puissent travailler. Oui. L'empathie, c'est le moteur de l'action publique, non? Ouais. Il faut être empathique, c'est-à-dire que si on n'aime pas un tant soit peu les gens, au bout d'un moment, ça va se voir, et puis surtout, ça devient invivable. Ouais. C'est-à-dire que si moi, demain, j'ai plus envie d'aider les gens dans leur quotidien, j'irai faire autre chose. Bien sûr, on va continuer. Alain Blanchard, comment vit-on l'échec, puisque tu l'as connu? Oui. Et c'est une question que j'ai rarement posée à des élus. Mais on imagine que c'est violent. Tu as voulu être député, ça n'a pas marché. En fait, il faut vraiment, enfin en tout cas moi je l'ai préparé comme ça, je l'ai conçu comme ça, c'est-à-dire que d'abord il faut se préparer à toutes les éventualités. Et donc à être élu, à ne pas être élu, à ce que la défaite soit large, pas large, et tout simplement, comme n'importe quelle expérience de vie. Ouais. Et donc, parce que tu parles de l'échec, effectivement, mais on peut le connaître pour une élection, on peut le connaître pour d'autres choses dans la vie. Et donc, moi, dans ces cas-là, je me dis, si ça ne s'est pas fait, c'est que ça ne devait pas se faire. Ouais. C'est une philosophie très personnelle. Et puis derrière... alors c'est une phrase un peu galvaudée d'aujourd'hui, mais de dire soit je gagne, soit j'apprends, hein, cette phrase qu'on prête à Mandela, mais en tous les cas, effectivement, c'était une expérience. Et c'était une expérience formidable, vraiment. Oui, alors je veux bien croire, sauf que quand on est chef d'entreprise et qu'on connaît l'échec, on fabriquait un produit, on avait envie de le commercialiser, quand on est dans le service, c'est la même chose. Là, le produit, c'est toi, c'est l'homme, en fait. Comment faire pour ne pas le prendre personnellement quand on est élu ? On ne peut pas le savoir avant, effectivement. Il faut être confronté à cela pour savoir comment je vais le vivre. Et je pense que dans ces cas-là, ce n'est pas une banalité que je vais dire là, c'est une réalité. Je pense que tous les autres élus pourront dire, c'est que c'est important d'être entouré. C'est important d'être solide, d'être construit. Psychologiquement, psychiquement, parce que c'est une épreuve dans la vie. Et donc je pense que c'est comme ça, tout comme ces voiles, elles vont aller sur l'eau, sur des bateaux qui, s'ils sont pas bien conçus, si la voile est pas bien conçue, elle va se déchirer quand ça va souffler dedans, même si c'est un vent porteur d'ailleurs. Ouais. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans ces cas-là, l'équilibre personnel et humain, finalement, il est à la base de tout. Et ça, c'est une leçon de vie qu'on apprend dans d'autres domaines, mais notamment quand on se confronte effectivement à une élection. Bien sûr. Effectivement. D'où la question suivante. Quelle est, dans ton environnement professionnel et dans ton quotidien, la place de ton épouse et de ta famille? C'est d'abord des personnes avec lesquelles je partage, j'échange et je fais les choix. C'est-à-dire que les décisions, quelles qu'elles soient, elles ne sont jamais prises tout seules. Elles sont toujours prises ensemble pour que ce soit un objectif commun. Oui. Et par exemple, l'élection, on en a parlé avant. Même d'autres choix de vie. Elle fait quoi, ton épouse ? Mon épouse est directrice dans un centre de formation, Experia, qui est au Sable d'Olonne. D'accord, très bien. Voilà. Okay. Et donc, elle aussi, elle est chef d'entreprise. Ouais. Elle a donc un emploi du temps chargé, pour le coup. Et malgré tout ça, on arrive à s'organiser parce qu'on fait des choix en commun et qu'il y a des sacrifices communs à faire. C'est-à-dire que parfois, je vais devoir faire des sacrifices pour son activité et elle, en retour, c'est la même chose. Et donc, c'est le genre d'éléments sur lesquels il faut échanger au quotidien. D'accord. C'est pas tous les jours facile. Hein, t'as le temps d'échanger au quotidien avec ta femme, toi ? Oui. Alors, si elle était là, elle dirait oui, enfin pas beaucoup. Ouais, et elle a sans doute raison. Ouais. Mais oui, ça c'est un autre trait commun à tous les élus qui sont impliqués. C'est que c'est une autre journée qui commence le soir ou tôt le matin ou les week-ends. Et effectivement, ça demande beaucoup de temps
ça demande de la disponibilité et de l'engagement. Et donc, c'est pour ça que c'est un choix qui doit forcément être partagé. Bien sûr. Sinon, ça ne peut pas fonctionner. Bien sûr. Tes plages de ressourcement, tu fais quoi? Ce sera ma dernière question. Il y en a plusieurs et elles ont changé dans le temps. Là, dernièrement, c'est à nouveau de me poser devant un piano et de refaire un petit peu quelques morceaux. Ah, je savais pas ça. Si. Mais je m'y suis remis parce que les enfants grandissant, certains se mettent aussi à des instruments de musique et du coup, ça nous donne envie de nous y remettre. Bien sûr. Et donc, il y a ça et il y a de la lecture et beaucoup d'introspection, beaucoup de temps à réfléchir sur soi-même, poser. Et puis après, j'ai aussi une pratique de la croyance, de la prière, qui fait que ça aide et c'est un élément qui construit évidemment une personnalité. Très bien. Merci d'avoir échangé en toute simplicité avec nous. Alain, merci très infiniment. sympa. Et puis, on vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Sans Détour. Si vous avez une voile à refaire, c'est ici qu'il faut venir, à la voilerie Tarot. Salut.